Salut, moi c'est Laurie, j'ai 25 ans, j'ai un boulot qui me plaît, des potes, et pourtant, des fois je me sens un peu perdue. Est-ce qu'il faut aller voir un psy? Comment respecter sa vie pro-perso? Est-ce que je vais garder le même job toute ma vie? Sauf que ces questions-là, j'ai remarqué qu'on se les posait tous. Alors chaque semaine, j'invite un jeune perdu pour qu'on en parle ensemble. Je serai accompagnée de ce que j'appelle un vrai adulte, donc un psy, un spécialiste ou un professionnel, et tous les trois, on prendra le temps pour trouver les réponses à ces questions. Bienvenue dans Perdu ensemble, le nouveau podcast d'Élan Média. Puisqu'on est tous un peu perdus, alors autant l'être ensemble. Bonjour à tous et bienvenue dans Perdu ensemble. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui concerne, je pense, à peu près tout le monde. C'est quand tu arrives dans un premier job et tu sais pas vraiment comment te comporter, comment respecter l'équilibre pro-perso, comment trouver du sens. Bref, on a tous besoin d'un guide quand on commence un premier job et c'est ce guide-là que Anna est venue chercher. Salut Anna. Salut. Pour répondre à toutes tes questions sur le travail, j'ai avec moi Marlène qui est à ma droite. Bonjour Marlène. Salut. Salut. Marlène, tu es fondatrice de 2 sociétés. La première qui s'appelle Exprime, une société spécialisée dans les conférences, et une deuxième qui s'appelle Vague de Sens, spécialisée dans l'intergénérationnel, et avec laquelle tu rencontres des milliers de jeunes chaque année, de moins de 30 ans. Tout à fait. Donc tu connais un peu en jeunesse, quoi. Je connais un petit peu le sujet. Avant de vraiment commencer, j'avais envie de faire un portrait express de toi, Anna, pour que Marlène comprenne qui tu es, parce que c'est la première fois que vous vous rencontrez, du coup. Le portrait express, c'est simple, c'est 10 questions, et le but, c'est que tu y répondes assez rapidement. T'es prête? Ouais. Allez, ton âge? 22 ans. Tu habites où? J'habite à Paris, dans le 18e. Un mot qui te décrit bien? Chill. Ça se voit complètement, si je peux me permettre. T'es en quelle année d'études? Je suis en Master 2. Est-ce que t'as un appart seul ou en coloc? Je suis en coloc. Dans quel secteur as-tu fait tes études? Les études marketing. Et la première chose que tu fais le matin? Je m'habille. Ton signe astrologique? Sagittaire. À la rentrée, tu vas faire quoi? J'ai un CDD dans les études marketing. Très bien. Et dernière question, à combien tu te sens perdue sur 10? Je dirais que je suis perdue à 5 sur 10, parce que là, j'ai encore ma petite stabilité de mon CDD qui arrive, mais potentiellement, dans les prochaines années, je serai vraiment perdue. Tu projettes déjà d'être perdue dans les prochaines années, ok. Quand est-ce que tu t'es dit que t'avais besoin d'un guide? À quel moment Je dirais la première fois que je suis rentrée dans le monde du travail, et je parle pas des petits jobs d'été que j'ai pu faire, mais c'est vraiment quand j'ai commencé mes stages en entreprise. Moi, je viens pas d'une famille où les gens sortent d'un open space et sont cadres supérieurs dans des grosses boîtes. Mon père, il est pâtissier, ma mère, elle est enseignante, donc j'ai pas forcément ce guide-là à la maison, en tout cas. Donc j'ai vraiment ressenti le fait que j'étais peut-être un peu... j'avais pas les codes, ou en tout cas, c'était un petit peu inconnu pour moi, le monde de l'entreprise. Donc là, je me suis dit, waouh, j'ai trop besoin de réponses à toutes mes questions. Et qu'est-ce qui t'avait fait te dire que t'avais pas les codes? Déjà, je savais même pas ce que c'était un open space, parce que je me suis dit, mais l'école, elle nous prépare tellement pas à ça. Enfin, on a les amphis, etc. Mais t'arrives dans un open space, tu sais pas c'est quoi le flex office, tu peux pas t'asseoir où tu veux. Enfin, c'est trop bizarre. Et si t'as pas les codes, moi, je sais que j'avais un cours à option à l'IEP, c'était petit guide de survie au travail. Et je m'étais dit, mais pourquoi faire ça? C'est ridicule comme cours. Et en fait, j'aurais peut-être dû le prendre, parce que c'est vrai que c'est... Effectivement, c'est hyper pertinent de proposer ça, mais déjà, quand on appelle ça un kit de survie, ça fait quand même un peu flipper. C'est vrai que ça fait flipper, oui. C'est hyper négatif. T'es venu ici pour avoir des réponses à tes questions. Est-ce que tu peux nous expliquer vers quel champ t'aimerais aller, de quoi t'aimerais qu'on parle, en fait? Alors, il y a plein de sujets qui me questionnent, mais je dirais déjà comment avoir un rapport sain au travail. Moi, je vois plein de gens autour de moi qui vivent pas forcément bien leur entrée dans le monde du travail. Il y a plein de gens, mais des gens de 25 ans comme des gens de 40-50 ans, qui se retrouvent à faire des burn-out. Ça peut être des proches, des amis, des parents de mes amis. Et je me dis, waouh, moi, j'entre tout juste et j'ai pas envie de reproduire des schémas, de faire les mêmes erreurs qu'eux. Donc il y a ça, il y a aussi la quête de sens, mais je pense qu'on en parlera aussi après. Mais quand tu fais un métier dans un bureau, que tu es devant un écran toute la journée, alors que tu as des gens, ils sont sur le front, ils sont, je sais pas, infirmières, enseignants, etc. Tu dis, ok, et moi, j'apporte quoi à la société concrètement? Il y a aussi cette idée de pour quels clients tu travailles, pour quelles entreprises tu travailles. Et moi, me dire que je pousse la consommation pour certaines entreprises où, en fait, je me questionne même s'ils vendent des produits bons pour les gens. L'agroalimentaire, il y a plein d'entreprises, des grosses boîtes où, en ce moment, on est un peu en train de se questionner sur ce qu'ils vendent, les produits alimentaires. Il y a plein de questionnements et tu te dis, ok, là, je vais aider cette boîte à vendre un peu plus. Mais du coup, est-ce que c'est pas des externalités un peu négatives que tu crées dans ton métier, quoi? Là, on est parti sur la quête de sens. On parlera de l'équilibre pro-perso après, du coup. Est-ce que tu as un conseil à donner à Anna
pour justement trouver du sens dans son métier? Déjà, je pense que quand on parle de quête de sens, c'est un très vaste sujet et c'est aussi hyper anxiogène de se dire waouh, je dois trouver du sens là maintenant tout de suite à ce que je fais. Enfin, c'est lourd à porter sur les épaules. D'autant plus que c'est pas quelque chose de figé et que ça va forcément toujours bouger. Je pense que c'est de raisonner en se disant enfin, il y a des choses qui vont te tenir à cœur. Là, par exemple, tu prenais l'exemple de la surconsommation. Enfin, directement, en tout cas, moi, je l'ai compris comme ça. Et c'est de se dire, est-ce que ça, c'est aligné avec mes valeurs? Et je pense que c'est le sens, en fait, c'est l'alignement entre ce que tu fais au quotidien, la manière dont tu dédies ton temps et ces valeurs qui, toi, te structurent en tant que personne. Et je pense que le sens, du coup, il est vraiment sur cet alignement. Et donc, plus tu vas le trouver, plus tu vas avoir le sentiment d'avoir sens au quotidien. Donc c'est peut-être de se dire, alors je sais pas, c'est très positif comme conseil, mais de se dire, rationnellement, factuellement, dans ma semaine, si je dois la découper, la quantifier, combien de temps est-ce que je passe à travailler pour ce client? Est-ce que finalement, c'est juste un petit peu et ça m'embête, et du coup j'ai l'impression que ça prend beaucoup de place, ou est-ce que juste rationnellement je passe beaucoup de temps et du coup c'est pas aligné avec mes valeurs, donc ça a peut-être pas de sens pour moi, et peut-être que y a une autre manière dans mon métier de trouver davantage de sens. Moi, j'ai choisi mon entreprise aussi en fonction de cet alignement dont tu parlais autour de mes valeurs, c'est-à-dire que je travaille dans le tourisme parce que je voyage beaucoup, ça m'intéresse. Donc en fait, vendre des voyages ou des choses comme ça, moi c'est quelque chose qui me plaît. Mais après je me dis je vais peut-être pas faire toute ma carrière dans cette entreprise, dans ce secteur-là. Quel autre secteur je pourrais dans lequel je pourrais évoluer, et je serais pas en train de me dire oh là là, qu'est-ce que je vends aux gens, quelle horreur. Enfin, il y a aussi ce truc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entreprises où je me dis ouais non, j'ai pas envie de vendre ça, quoi. Après c'est déjà trop bien de le savoir, parce que déjà ça t'élimine toutes tes options. Et ce que tu fais aujourd'hui, de toute façon, toi tu vas grandir à travers cette expérience, et peut-être que finalement tu vas découvrir aussi des passions pour certaines parties de ton métier, et demain qui deviendront ton activité principale. C'est vrai que dans les études, la spécificité, c'est que tu peux avoir du quanti, tu peux avoir du quali, tu peux avoir l'opinion, tu peux vraiment avoir beaucoup de choses. Et je pense qu'on l'a dans les études, mais on peut l'avoir aussi dans d'autres secteurs d'activité. Et des fois, on va découvrir des métiers qu'on connaissait pas avant d'arriver dans le monde professionnel, qui peuvent aussi nous passionner et nous permettre d'évoluer de manière différente, quoi. Moi, en faisant mes petites recherches, j'ai vu un chiffre qui peut rejoindre d'ailleurs ce que tu penses. En fait, selon une étude d'une association qui s'appelle Projet Sens, 43% des personnes qui travaillent envisagent de quitter dans les 2 ans leur emploi pour un autre qui a plus de sens. Admettons, là, tu trouves quand même du sens dans ton travail, mais s'il faut, dans 2 ans, t'en auras plus et tu changeras, tu vois. Bon, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais... C'est vrai que c'est pas gravé dans le marbre. Ouais, voilà. C'est marié à une entreprise. Non, c'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ces schémas-là où tu restes 40 ans dans la même entreprise. Nous, on le voit quand on sollicite des moins de 30 ans. En début de carrière, ils se projettent au maximum 2 ans. Je sais que Job Teaser, ils avaient sorti une étude, c'était 18 mois, donc t'es sur 1 an et demi, c'est quand même des projections assez courtes, et je pense qu'il faut juste l'accepter en se disant que c'est comme ça, et c'est bien aussi de pouvoir se dire, ok, on s'autorise à savoir ce qu'on a vraiment envie de faire et à prendre le temps de se découvrir. Parce que le sens, il passe par les missions que tu réalises, mais il passe aussi par les personnes qui t'entourent. On le voit bien, l'environnement, il a un poids considérable sur le sens aussi que tu donnes à ton activité au quotidien. Mais là, toi, dans ta boîte, tu trouves quand même du sens en ton travail? Oui, moi, le tourisme, c'est un secteur qui me plaisait déjà de base. Donc là, j'ai pu rentrer dans ce secteur-là via les études marketing. Mais c'est vrai que, peut-être que dans 2 ans, je changerai d'entreprise. Peut-être qu'ils vont pas ouvrir un CDI pour moi. C'est aussi compliqué en ce moment d'ouvrir des CDI dans les entreprises. Donc, je me dis, si dans 9 mois, je dois changer d'entreprise et que je vois que des offres dans des entreprises qui sont pas forcément alignées avec mes valeurs. C'est vraiment ça, ma crainte, en fait. Donc là, vraiment, ta crainte, c'est en fait de se dire, demain, si je peux pas rester, j'ai peur de devoir me forcer à aller dans une entreprise qui n'est pas alignée avec mes valeurs. C'est ça. Parce qu'il y a un loyer à payer, forcément, je devrais sauter un peu sur l'occasion si une entreprise me prend, parce que j'ai l'impression aussi de ne pas être en force. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de demandes et pas beaucoup d'offres aussi au niveau de l'emploi en ce moment. Donc, tu te dis, tu es un peu obligé d'accepter des fois des choses, et des emplois où tu n'es pas forcément convaincu du truc. Donc, moi, j'ai peur de ça, tu vois, de me résigner, alors que je me dis, j'ai 22 ans, j'ai pas envie de me résigner à un emploi où je trouve pas forcément de sens. Mais bon, ça se trouve, ça n'arrivera pas. Et ça me fait rire, mais... c'est pas drôle, mais t'as peur d'un truc qui n'a même pas eu lieu.
Ouais, c'est vrai, mais j'ai vu par contre quand je cherchais mon alternance, je voyais des offres et je me disais ah bah non, je peux pas travailler là, ah bah non, j'ai pas envie, ça me correspond pas. Et puis bon bah les offres elles tombaient et puis au bout d'un moment le temps passait et tu dis bah mince, ça se trouve je vais devoir me résigner. Et, les alternances pour le coup t'as plein d'offres, les CDI t'en as beaucoup moins, donc quand tu vois une offre t'es un peu obligé de postuler. Sinon t'es un peu trop difficile quoi. Après je pense que t'as une mécanique qui peut être dans les deux sens, c'est-à-dire que t'as les offres qui vont être partagé. Et puis, tu as aussi, toi, d'aller solliciter les personnes, surtout si, là, de ce que je comprends, après tu me dis si je me trompe, mais c'est que tu identifies quand même des secteurs, tu as l'air de quand même te connaître quelles sont tes valeurs, ce qui est OK pour toi et ce qui ne l'est pas. Et à partir de ce moment-là, c'est vraiment, je pense, d'avoir aussi une démarche proactive. Là, justement, c'est trop bien, tu es en CDD, donc ça veut dire que tu es sécure, en tout cas d'un point de vue financier, économique, etc., pendant plusieurs mois. Donc, tu peux te permettre de commencer à approcher des entreprises qui te font rêver, déjà pour peut-être entrer en contact avec elles, soit en les sollicitant directement, en les appelant. Ça peut être aussi certaines personnes qui ont des profils clés via LinkedIn notamment, en te créant un compte. Enfin, je sais pas si t'en as un, mais si c'est pas le cas, de se créer un compte et de prendre contact avec les personnes. Alors, soit en expliquant formellement quelle est ta demande de peut-être demain travailler au sein de cette entreprise, ou de simplement leur dire que tu as envie de découvrir un petit peu les coulisses, de savoir comment ça se passe, que tu te questionnes. Et je pense qu'aujourd'hui, on est tous humains, on a tous été jeunes, même si parfois certains l'ont un petit peu oublié. Et quand on a des demandes qui sont vraiment sincères et qu'on sent cette authenticité, bah, ça nous fait plaisir d'y répondre et de... Moi, j'ai pas mal d'appels, des fois, alors via mon LinkedIn ou même directement sur Insta, de personnes qui veulent juste découvrir un peu mon quotidien et mes missions. Mais tu vois, je trouve ça hyper cool d'avoir une curiosité, tu vois. Et je me souviens de ces personnes-là. Donc, c'est cool. Après, si elles veulent postuler, je me dirais, ah ouais, je les ai eues au téléphone 5 mois avant, tu vois. C'est vrai qu'on a tendance à penser que c'est hyper vertical, c'est-à-dire que c'est l'entreprise qui te choisit et toi, t'as pas le droit aussi de choisir ton entreprise. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment pousser, même à l'école. On m'a pas forcé un petit peu en master, mais c'est vrai que j'ai toujours eu l'impression qu'il fallait postuler à une offre qui était déjà là, que sinon, c'était pas vraiment la norme d'aller chercher l'entreprise. Mais alors qu'en vrai, c'est complètement légitime et c'est même hyper valorisé. Et je pense que quand t'es recruteur et que tu vois quelqu'un qui est hyper motivé, il y a même pas d'offre postée, mais pourtant, cette personne est là et elle veut vraiment cette entreprise. Donc, ouais, c'est vrai qu'il faudrait nous pousser un peu plus à ça. Et puis même d'y aller quand t'es encore en poste. C'est hyper intéressant parce que du coup, t'es pas forcément dans une demande directe. Enfin, tu peux l'être, mais pas forcément. Tu peux aussi vraiment être juste sur cette curiosité, t'as envie de découvrir. Et du coup, t'es sur quelque chose de beaucoup plus horizontal. Et je pense que c'est plus facile, que ce soit pour des RH, pour des personnes dans les études ou autres, du coup, d'ouvrir la porte et d'échanger avec toi quand ils savent que t'es pas en demande de quelque chose. En attente de quelque chose. Et je vais parler un peu de mon expérience perso. Moi, si je suis ici, du coup, je travaille sur Elan, mais aussi pour Hugo Décrypte depuis 4 ans. Et j'ai envoyé une candidature spontanée parce que j'adorais l'entreprise et j'aimais ce que Hugo faisait, tu vois. Et j'ai peut-être envoyé 8 mails et fait un CV personnalisé et tout, mais pas dans l'optique, du coup, d'être prise... Enfin, si, je cherchais une alternance, mais ce que je veux dire, c'est que j'y croyais pas. Je l'ai fait parce que je trouvais l'entreprise chouette, tu vois. Et puis ça s'est fait. Mais du coup, faut pas avoir peur de postuler aussi à des trucs qui sont en accord avec tes valeurs. Et après, le destin parlera pour toi. Enfin, ça dépend si tu crois au destin ou pas. Mais... Et même aussi, là, ce que tu disais juste avant, ce que je trouve intéressant, c'est le côté oser aller vers ce qui nous fait rêver. Et en fait, tu te rends compte... moi, je travaillais avec une grande maison dans le luxe et en fait, ils me disaient, mais on a peu de candidatures spontanées parce qu'en fait, les gens n'osent pas. Ils ont l'impression que c'est inaccessible. Et en fait, je pense qu'il faut qu'on se dise, qu'on s'autorise à le faire. Et après, c'est toujours pareil. Il y a aussi la forme. Si t'arrives et que tu dis, je veux un stage, j'ai besoin de ça, ça va peut-être pas trop marcher. Par contre, si tu dis, moi, je suis passionnée par votre maison, j'ai envie de découvrir, comment est-ce que je peux m'y prendre concrètement pour commencer à découvrir votre univers de l'intérieur, je pense que là, il y a pas de raison en fait qu'on nous mette un gros stop. Ouais, faut pas se censurer quoi. C'est vrai qu'on a trop tendance à pas oser justement aller vers ce qui nous plaît. On a tendance à voir ce qui nous plaît pas et se dire oulala, panique à bord. Mais non, c'est vrai, c'est un super conseil. On va revenir sur l'équilibre vie pro, vie perso parce que du coup de base c'était le premier truc que tu voulais aborder. Pourquoi ça en premier? C'est que ça te touche. C'est vraiment la chose qui m'est venue en tête en premier quand déjà je pense à mon rapport au travail et je pense à mes angoisses au travail et vraiment c'est ça. Enfin moi j'ai vu les gens autour de moi avoir un rapport pas très sain
avec le travail, à faire des heures vraiment, finir très tard le soir, à se dire: «Oh là là, bah, j'ai pas vu mes enfants depuis une semaine, en fait, parce que quand je rentre, ils sont couchés». Enfin, je vois ces choses-là arriver et je me dis: «Waouh, comment faire pour pas tomber là-dedans?» Bah, je pense qu'il y a déjà une rigueur à s'imposer, en disant que c'est quoi mes non négociables, en fait? Quelles sont toutes les limites que je m'impose, mais que j'impose aussi aux autres? Alors, évidemment, tu as le cadre réglementaire de par ton contrat, de par ce que tu fais. Ça me fait penser, tu vois, au tout début, je crois, je sais plus si c'était sur mon premier poste ou mes stages de fin d'études, il y avait des personnes que j'entendais aussi dire: «Mais moi, depuis 10 ans, j'ai jamais pris de vraies vacances, je suis tout le temps connectée» et cetera. Et moi, je crois que j'étais stagiaire et j'avais dit, c'était un stage long et j'avais dit: «Bah, quand je suis en week-end ou quand je suis en vacances, en fait, je réponds pas et je coupe mon téléphone et ce sera comme ça. Le reste du temps, je veux bien être à fond, il y a pas de souci. Par contre, ça, c'est pas négociable». Et c'était OK, enfin, on est dans le cadre du contrat. Mais au début, c'était mal perçu et finalement, au fur et à mesure des mois, ils m'ont dit: «Bah, ouais, tu as raison parce que du coup, tu es en train de créer cet équilibre». Donc je pense que ça, c'est important de se dire, bah, si pour toi, c'est quelque chose de fondamental, parce que demain, tu vas avoir une vie de famille, faire du sport le soir, enfin, peu importe, bah, c'est de le respecter, mais aussi tu vois, de l'expliciter parce que tu as des personnes en face potentiellement qui vont pas comprendre ton choix. Et je pense que c'est important de le verbaliser en disant, bah, moi, ça, c'est mon non négociable et ce sera comme ça, ce sera pas autrement. Après, on peut en parler, mais ça bougera pas. Moi, j'ai peur qu'on se dise: «Ah, les jeunes, ils veulent plus travailler». Enfin, je l'entends tellement autour de moi de la part de personnes, de 40-50 ans qui disent: «Ah, les jeunes, ils veulent plus s'investir». Surtout dans les métiers de bureau, on a tendance à justement se surmener pour montrer qu'on est motivé, qu'on a envie d'être là. Et quand on fixe nos limites, comme tu peux le dire, bah, t'as souvent des managers qui disent, alors moi, j'ai jamais entendu ça, mais je vois un peu ce qui se passe autour de moi et mes potes et tout, des managers qui peuvent dire, ouais, bah, elle a pas envie de bosser, quoi. Elle accepte pas les week-ends, elle a pas envie de bosser pour nous, quoi. Ah, mais c'est peut-être que t'es pas à ta place dans cette entreprise et c'est OK, t'en trouveras une autre avec laquelle tu seras plus aligné. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire, si tu te forces à faire ça, quel impact ça va avoir sur ta vie et dans 5 ans, dans 10 ans, ta vie, du coup, elle sera drivée par ces éléments-là. Et est-ce que te correspondra? Est-ce que tu seras bien? Bah, pas sûr. Et après, t'as aussi, je pense, une forme de flexibilité. Ça, c'est compliqué, à mon avis, à identifier, mais de se dire, il y a des moments aussi dans la vie pro où, parce que tu as un rapport à rendre, parce que tu es en pleine saison, pour des raisons qui sont propres à une saisonnalité ou à ton activité, bah là, tu vas un petit peu déborder, mais l'idée, c'est de réguler. Et s'il faut d'écrire les choses, de les quantifier, et encore une fois, de pas avoir peur de le dire, de dire, bah là, moi, je suis prête à m'investir, j'ai envie de m'investir, je serai là. Mais par contre, j'ai peur en fait que ça déborde, parce que je vois, après vous pouvez expliquer, par exemple parce que sur les réseaux, je vois souvent des situations où il y a des débords. Je suis pas à l'aise avec ça, donc est-ce qu'on peut écrire les choses ou est-ce qu'on peut en parler ou est-ce qu'on peut faire des points? Enfin, peut-être que ça va surprendre et ça va probablement même surprendre les managers, mais en même temps, on a le droit de le faire et je pense que tant qu'on est dans la communication, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Moi, j'avais vu une étude, t'as 57% des dirigeants qui estiment que les moins de 30 ans sont moins investis au travail que les anciennes générations. Il y a 57% qui le disent dans cette étude. En fait, le triptyque, c'est les gens ne veulent pas bosser, les gens ne se sont pas engagés, ils prennent pas d'initiative. Ça, je pense que c'est les 3 qu'on entend le plus. Ah, ils ne veulent pas d'autorité aussi, ça, on entend beaucoup. Après, oui, est-ce qu'ils ne sont pas engagés? Moi, j'en suis pas convaincue. Ils ne sont pas engagés de la même manière, en fait. Mais quand tu as une mission, quand tu as ce que tu disais, du sens, que tu comprends pourquoi tu fais ça, si, ça fonctionne. Mais oui, tu vas peut-être pas rester tous les jours jusqu'à 21h. Et toi, t'en penses quoi? Moi, ça me fait rire l'idée, ils ont pas d'initiative, mais en même temps, tu sors d'école, t'as en face de toi des gens, ça fait 10 ans qu'ils font ce métier. Alors oui, des fois, tu peux proposer un ou deux trucs, mais c'est vrai que t'es là et tu découvres aussi le métier. Donc être là et être super force de proposition en disant il faut faire comme ça, comme ça. Enfin, moi, si j'étais manager et que ça faisait 10 ans que je faisais ce métier et que je me dis, ouais, il y a un jeune qui débarque et il croit tout savoir mieux que moi, je me dirais, ouais, c'est qui cette personne? Enfin, faut pas non. Enfin, j'ai du mal à trouver aussi cet équilibre en disant, ok, je veux bien être force de proposition, mais en même temps, je ne connais pas encore ce métier très bien. Je viens d'arriver dans cette entreprise. Les gens autour de moi, c'est eux qui ont beaucoup de choses à m'apprendre. Alors oui, moi, si je sors d'études, forcément, faut que je me sente légitime aussi à apporter ma pierre à l'édifice, mais c'est dur quand t'as
22 ans, 21 ans, 23, tu te dis, ouais, mais en fait, qu'est-ce que j'ai apporté à tous ces gens qui sont ultra compétents dans ce domaine-là et moi, je découvre, quoi. Donc, des managers qui disent, ils sont pas assez force de proposition, ils ont pas assez d'initiative. Ok, laissez-nous aussi le temps de prendre nos marques et de devenir compétents dans notre domaine aussi, quoi. Puis même au-delà de ça, l'initiative, c'est quelque chose la prise d'initiative, c'est quelque chose qui s'apprend. Parce que prendre une initiative, il faut la prendre au bon moment, parce que tu as détecté souvent qu'il y avait des signaux faibles dans ton environnement ou chez ton interlocuteur où tu disais, ok, là, il l'attend, il me l'a pas forcément verbalisé, mais il attend que je propose quelque chose. Donc tout ça, ça s'apprend et il y a quelque chose de très culturel. Tu sais que dans certaines entreprises, on va attendre ça de toi. Dans d'autres, et même dans certains secteurs, c'est pas forcément attendu, quoi. C'est plutôt l'inverse. C'est on me dit de faire quelque chose, tu le fais, tu l'appliques et il n'y a pas d'initiative attendue. Donc tout ça, c'est encore une fois, ça doit être verbalisé. Et souvent, on a trop l'impression, en tout cas, nous, c'est ce qu'on peut voir avec des personnes qui sont plus expérimentées. Il y a plein de choses, en fait, ils nous disent, oui, mais c'est du bon sens. Oui, mais c'est implicite. Oui, mais ils avaient qu'à le voir. Oui, mais... Ok, mais quand tu débutes, en fait, t'as déjà, ta charge cognitive, elle est déjà sursollicitée. T'es en train de tout regarder, d'essayer de tout comprendre, tout apprendre. Il y a plein de choses, tu vas passer à côté et c'est normal. Et ça veut pas dire que t'es mal engagé, que t'es peu engagé ou quoi que ce soit. Oui, puis il y a plein de trucs que l'école ne nous dit pas, quoi. Ça rejoint la discussion qu'on a eue au début, mais tu vois, quand on s'était eu au téléphone il y a quelques semaines, tu m'avais dit un truc, ça m'avait marqué, que à l'école, on t'avait toujours dit de lever la main pour prendre la parole et du coup de se taire globalement le reste du temps. Et qu'à l'entreprise, il faut justement montrer que t'es là, s'imposer, etc. Alors qu'à l'école, on t'a toujours dit l'inverse. Du coup, comment tu fais? Ouais, et d'autant plus que, comme tu le disais juste avant, c'est prendre la parole, oui, mais peut-être pas dans tous les contextes ou sur tous les sujets. Ouais, c'est... Donc, t'as plein de nuances, en fait. C'est hyper dur, quoi. Et quand t'entends les managers, t'as l'impression que c'est hyper simple. Il faut juste être force de proposition, mais ils voient pas aussi ces petites nuances. En tout cas, moi, je les entends pas de la part des personnes plus âgées. Enfin, je sais pas, dans ma famille, même, il y a des gens, ils vont avoir ce discours-là. Et je me dis, mais en fait, c'est hyper compliqué de trouver sa place en entreprise, de savoir quand il faut parler en réunion et quand il faut se taire parce que là, on n'a rien à apporter. Enfin, c'est vraiment hyper dur. Et oui, je suis complètement d'accord sur l'idée que les attentes de la culture scolaire, où il faut vraiment être un petit modèle de discrétion, etc. Donc toi, quand tu suis ça à la lettre, tout se passe bien pour toi, t'as des bonnes notes, tout le monde est content. Et puis après, t'arrives en entreprise et c'est pas du tout ça qu'on attend de toi, quoi. Si t'es trop discret, trop calme, on va dire, mais c'est qui cette personne qui n'existe pas dans l'entreprise, quoi. Faut vraiment parler pour exister, se mettre en avant ses projets. Après, ça peut être de poser la question et de dire que t'as clairement besoin de quelques repères, de savoir par exemple en réunion, à quel moment est-ce que tu peux prendre la parole, qu'est-ce qui est le plus pertinent, et même si tu sais pas comment aborder le sujet, peut-être de dire, voilà, ça paraît peut-être évident pour toi ou ça paraît peut-être anodin pour toi, mais moi j'ai besoin d'avoir des repères sur tel ou tel point parce que sinon, en fait, ce qui est important quand tu passes ton message pour qu'il passe vraiment avec impact, c'est à chaque fois de partir d'un fait précis ou d'une situation précise, d'expliquer l'impact que ça a chez toi. Parce que ça, ton interlocuteur, il le sait pas. Et de formuler vraiment une demande claire. Ça peut être, la dernière fois en réunion, j'ai eu le sentiment que tu avais envie que je prenne la parole. Je l'ai pas fait parce que je me sentais pas légitime ou j'ai tout simplement pas trouvé le bon moment. Est-ce que la prochaine fois, on peut convenir d'un signal pour que tu me dises quand prendre la parole? Et là, la personne en face, on va la mettre dans une forme d'empathie parce que tu vas lui dire en fait ce que toi t'as à l'intérieur. Et ce que t'as ressenti, quoi. Ouais. Et en plus, par effet miroir, aussi bien, elle va te dire ce qu'elle ressent vraiment. Et là, t'arrives sur une communication qui est plus authentique et souvent sur des solutions qui sont beaucoup plus pertinentes. C'est vrai qu'avec ma tutrice, du coup, j'ai une tutrice en alternance et elle arrive vraiment à instaurer ça. Alors, dans des grosses réunions d'équipe, c'est pas forcément le cas où tu te sens vraiment pas légitime de parler quand il y a 30 personnes. Mais en tout cas, quand on est en one-to-one, et là, elle me dit, là, qu'est-ce que t'en penses de cette slide, de ce graphique, etc. Et là, du coup, quand on te demande ce que t'en penses, là, t'es légitime de le dire. Enfin, il y a aussi cette safe zone, cette safe place à instaurer, je pense, quand tu tutores quelqu'un. Et moi, ma tutrice, elle le fait vraiment. Mais là, il y a un mot, quand tu parlais de safe place, la notion de sécurité, c'est une notion qui est essentielle. Et moi, franchement, je crois que c'est le sujet sur lequel je communique le plus, sur lequel je milite le plus, en disant, mais on a besoin, en fait, de restaurer ce sentiment de sécurité, cette sécurité psychologique. Et aujourd'hui, que ce soit réel ou imaginé, on a le sentiment, dans le monde professionnel, de plus forcément l'avoir. Et nous, on le voit quand on va voir des moins de 30 ans, quels que soient les profils,
peu importe où en France, et qu'on leur dit, si tu dis monde professionnel, c'est quoi les premiers mots qui te viennent en tête? Les 3 mots les plus cités, c'est la peur, l'inquiétude et le stress. Et ça, c'est pas forcément lié à... Ouais. c'est pas ouf du tout. Et c'est pas forcément lié, en plus, c'est des choses qui sont expérimentées. Parfois, c'est lié à des choses qu'ils ont vues sur les réseaux. Mais en fait, aujourd'hui, il faut que les professionnels aussi, ils entendent que on peut arriver dans l'entreprise avec cette conception-là. Ça veut pas dire que c'est vrai, ça veut pas dire que c'est faux. Ça veut juste dire que voilà, c'est une représentation qu'on a. Et c'est aussi à eux de nous démontrer que c'est pas comme ça que ça se passe chez eux. Toi, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui s'est passé. Enfin, que tu le vis pas directement, t'es bien encadré, etc., mais que tu le vois autour de toi. Et je sais pas si ça passe par les réseaux ou pas. C'est pas forcément par les réseaux, c'est vraiment les gens à qui je parle autour de moi. Moi, j'ai vraiment la chance dans mes 2 expériences professionnelles, parce qu'au final, j'en ai eu que 2, donc c'est facile aussi de tomber sur des bonnes personnes quand t'as eu que 2 expériences et que des fois, ça suffit. Enfin, c'est vrai. Mais c'est vrai que quand t'as quelqu'un qui te demande jamais ton avis, qui est toujours ultra stressé, pressé de rendre tel rapport et qui du coup, t'as juste l'impression de l'embêter si tu lui proposes une alternative ou quelque chose. Enfin, t'oses pas quoi. Quand t'as des personnes qui te créent pas cet espace-là, c'est vrai que c'est compliqué. Ça me rappelle mes cours de com à l'époque où on m'avait dit, je crois que ça s'appelle la méthode DESC, où c'est vraiment tu dis ce que t'as ressenti. Non, tu dis d'abord les faits. Ensuite, t'expliques ce que t'as ressenti, mais ça rejoint ce que tu disais. Tu trouves des solutions et après tu fais une conclusion. Et avec cette méthode-là, même dans les relations amicales et tout, ça marche. Ça marche de fou. Mais c'est vrai qu'on n'axe pas du tout assez sur la communication. Non. C'est vrai que là, c'est vraiment le centre de tout ce qu'on dit. À chaque fois, les solutions, c'est vraiment communique. Communique avec ton manager, ta manageuse. C'est vraiment la communication qui est au centre de tout pour régler les soucis, les problèmes d'angoisse. Enfin, je pense que réinstaurer un peu cette communication qui est un peu la base quand tu travailles en équipe. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait faire à l'avenir qui pourrait aider beaucoup sur ce sujet, quoi. Trop bien. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Non, c'est tout bon pour moi. Non, c'est ok. Trop bien. Eh ben merci à vous 2 d'être venus. J'espère que tu as eu des réponses à tes questions. Oui, carrément. Je m'attendais pas à avoir autant de réponses, honnêtement. Trop bien. Je suis trop contente. Trop cool. Et puis merci à toi, Marlène, pour tes précieux conseils. Ouais, merci. Et pour tous ceux qui nous écoutent, si jamais vous avez envie de partager votre expérience ou si vous vous sentez perdu pour X ou Y raison comme Anna, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur le Instagram d'Élan Média. Je serai ravie de lire votre histoire et vous accueillir sur ce plateau. Bref, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Perdus ensemble, parce qu'on est tous un peu perdus, alors autant être ensemble.